Très ravi d'être parmi vous. Je pense qu'on a eu une très belle journée hier avec beaucoup de débats. Donc on continue aujourd'hui avec ce panel sectoriel autour de l'automobile, donc le digital et le secteur automobile. Je suis très ravi de modérer ce panel où je retrouve des amis de grand calibre qui opèrent dans différents secteurs et qui aujourd'hui apportent de la valeur au Maroc et à l'international dans des secteurs dans le digital et l'automobile. Donc je vais d'abord commencer par présenter mes panélistes. Donc c'est Rachid Baomar. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Rachid Baomar est aujourd'hui DSI chez le groupe Autohol. C'est parmi les pionniers du digital et de l'informatique au Maroc. Il a été depuis les années 90 DSI chez plusieurs entreprises importantes au Maroc, dont Wafa Bank. Il a travaillé aussi au Canada pendant plusieurs années. Puis il est rentré au Maroc pour piloter la transformation digitale chez un certain nombre de groupes qui vont du domaine public au domaine automobile en passant par la banque. Merci beaucoup encore une fois, Rachid, d'être parmi nous. Et je pense que nous aurons l'occasion d'avoir votre point de vue en tant qu'opérateur dans le secteur automobile au Maroc et votre transformation digitale, cette opération de transformation digitale que vous êtes en train de mener depuis quelques années et qui peut être un bon modèle ou un bon exemple pour d'autres secteurs. Merci encore, Rachid. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, avec nous aussi, Mariam Allouche. Mariam Allouche est une Marocaine que j'ai eu le plaisir de connaître dernièrement, qui aujourd'hui est une des vice-présidentes chez Tesla au niveau de la région MEA. Elle fait partie du board chez Tesla de la région. Une brillante Marocaine qui a d'abord étudié au Maroc puis en France. Elle a travaillé chez plusieurs leaders du domaine de l'automobile, en commençant par Lear Corporation au Maroc, en France et en Allemagne, mais aussi dans le domaine chez un des innovateurs dans le domaine du turbo, puis par la suite chez Tesla. Très ravi d'avoir une compétence marocaine unique chez Tesla et de l'avoir ici aujourd'hui au Maroc dans ce panel. Merci beaucoup encore une fois, Mariam, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir fait le déplacement d'Allemagne ici au Maroc pour participer à ce débat. Je vous remercie d'abord pour l'invitation et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Mariam. Et je termine avec mon ami Mehdi Ktiani. Alors, Mehdi Ktiani est aussi des pionniers du domaine digital au Maroc. J'ai eu le plaisir et l'honneur de faire partie de son équipe au sein de Maroc Climat Cluster en tant que vice-président. Il préside toujours Maroc Climat Cluster depuis plusieurs années. Donc, Maroc Climat Cluster est un des clusters importants et c'est le seul cluster dans le domaine numérique au Maroc. Un des pionniers pour faire rencontrer des grands groupes, des petites startups et des PME autour de projets d'innovation. Mais c'est aussi le CEO de DXC. Si Mehdi il a fait un parcours extraordinaire dans le domaine digital au Maroc et en France, en commençant par Orange, en passant par Bull, par Inui, et puis par DXC, toujours en apportant énormément de valeur pour les entreprises dans lesquelles il a opéré, mais aussi pour le pays. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de t'avoir, Mehdi, avec nous pour ce panel. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Zorel, et merci beaucoup pour la bienveillance de ta présentation. Et ravi, effectivement, d'être ici pour parler du secteur automobile, un secteur qui est devenu un secteur majeur pour l'exportation au Maroc en quelques années. Et donc, on va avoir l'occasion de rentrer un petit peu dans le détail. Merci encore. Très bien, merci Mehdi de me tendre la perche. Donc, je vais commencer déjà justement par cette actualité. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais dernièrement, il y a eu une carte qui montre en fait les meilleurs, les pays, qui classent les pays par produits qu'ils exportent, et les premiers produits qu'ils exportent. Et cette carte, qui vient d'être publiée, elle montre aujourd'hui le Maroc comme étant unique dans le continent africain. Le Maroc est le seul pays aujourd'hui sur le continent
qui exportent autre chose que des ressources naturelles. Donc, quand on voit cette carte, je vais peut-être rapidement la montrer juste pour votre information. Donc, c'est une carte qui montre en fait tout on va dire, tous les pays des différents continents. Et sur le continent africain, on voit bien que donc, les différents pays, ils exportent soit du pétrole, du gaz, soit des ressources naturelles, soit de l'agriculture. Et le seul pays qui est en bleu ciel, c'est le Maroc. Et ça veut dire que le premier produit exporté par le Maroc, c'est l'automobile. Et au même titre, si on revient à la carte mondiale, c'est au même titre qu'une grande majorité de pays européens, donc l'Espagne, la France, l'Allemagne bien sûr, mais aussi la Turquie ou le Mexique. Donc je voulais d'abord commencer par cette actualité pour avoir un peu votre commentaire autour de ça. Comment le Maroc se retrouve aujourd'hui presque européen par sa nature d'exportation et se retrouve dans on va dire, dans la cour des grands, dans un domaine aussi important, aussi technologique, aussi compliqué que le secteur automobile. Je vais commencer avec toi, Sémedi. Écoute, je suis déjà très, très fier de cette position parce que ce qu'on vend finalement, c'est le savoir-faire des Marocains. Et c'est une vraie grande fierté. Et dans ta carte, ils n'ont même pas ajouté l'ensemble des emplois digitaux qui exportent énormément de savoir-faire sur l'automobile. On reviendra dans le détail de tout ça. Mais effectivement, je pense que c'est une grande fierté de voir qu'on vend notre travail et pas simplement nos ressources. Parfait. Je vais peut-être faire réagir Mariam sur le même sujet, juste pour, encore une fois, c'est une industrie que vous connaissez. Vous avez travaillé dans cette industrie au Maroc, à un moment où les premiers équipementiers commençaient à s'installer au Maroc comme Lear. Comment on peut expliquer cette vraie réussite pour un pays comme le Maroc qui a longtemps principalement exporté des produits agricoles et du phosphate? Comment on peut expliquer, à votre avis, bien sûr, cette réussite dans ce domaine? Tout d'abord, j'ai le plaisir quand je faisais partie de cette première génération qui ont implémenté le secteur au Maroc. Et bien sûr, le Maroc s'est positionné comme un pays low cost. Et depuis 2008 et la crise 2008, il a beaucoup bénéficié des délocalisations qui se sont faites à travers l'Europe. Comme vous savez, l'industrie automobile a passé par plusieurs étapes. C'est une industrie très agile. Le coût il était toujours au centre. Il y avait plusieurs crises. Ça veut dire que le contenu de la voiture il devient de plus en plus complexe. Je pense que c'est bon. Le contenu de la voiture il devient de plus en plus complexe, mais le prix, bien sûr, il ne doit pas tellement augmenter. Donc, voilà, le stress sur les marges est tellement immense que les premières campagnes de délocalisation, ils ont commencé à se faire. Et bien sûr, le Maroc, en étant low cost, c'était ça le positionnement, avec beaucoup plus d'incentives qui se mettent en place pour attirer les investisseurs externes. Je me rappelle, la première génération, tout le management, c'était des expatriés. Donc, c'était la première des choses, c'est faire savoir à l'étranger, à l'investisseur étranger, qu'il y a des talents en interne, qu'on peut compter sur les talents en interne, et ça existe en termes de main-d'œuvre qu'on peut former, mais aussi des techniciens, des managers, qualiticiens, pour répondre aux qualités internationales que requiert le secteur, parce que quand même, on produit des composants qui sont critiques, qui impactent safety de la voiture, et bien sûr, s'il y a un problème technique ou de qualité, il y a des grands recalls avec des coûts extrêmes, je vais dire. Donc je dirais que c'était ça la tendance. Maintenant, il y a plusieurs tendances qui arrivent au marché. Bien sûr. On va y revenir tout à l'heure. Et on va s'attaquer à ça plus tard. Parfait. Alors, je ferai réagir aussi Rachid sur le même sujet. Je sais que vous êtes dans ce secteur depuis plusieurs années. Ce que vous faites en tant que groupe national est admirable d'un point de vue, je veux dire, technologique et on va dire innovation. Mais je voulais savoir, peut-être l'avis du citoyen que vous êtes aussi, oui. Comment vous commentez, comment vous voyez on va dire, cette particularité du Maroc aujourd'hui en Afrique, oui. Et qu'est-ce qui a fait d'une certaine manière qu'on soit arrivé à là? C'est vraiment un parcours qui a pris plusieurs années, une dizaine d'années, peut-être plusieurs stratégies, des négociations, et vous aviez peut-être aussi été d'une manière ou d'une autre impliqué ou intégré dans certaines de ces ouais.
Je vais essayer de vous donner mon avis perso sur la chose, beaucoup plus que je n'étais pas un acteur là-dedans, je suis dans un groupe isolé qui fait de la distribution. Mais mon avis personnel, si vous voulez, sur la chose, je pense que ça peut être pris comme modèle pour dire comment on fait pour réussir les choses. Et si vous regardez, pour le secteur automobile et cette réussite, il y a en fait 3 ou 4 choses qui étaient là et qui ont fait que ça a marché. Première, c'est d'abord une vision partagée par tout le monde, partagée par le gouvernement, par les acteurs, par tout le monde. Tout le monde savait qu'il y avait à un moment donné une opportunité qu'il fallait saisir, parce qu'il y avait une volonté des constructeurs de délocaliser vers le low cost et ils ne voulaient plus continuer à dépendre de la Chine, etc., tout ça. Et tout le monde avait compris ça. Donc ça, d'abord, une vision partagée. 2, c'est qu'il faut que l'engagement soit total de tout le monde pour faire en sorte que ça marche. C'est-à-dire le gouvernement, les formations, etc., les gens qui forment et tout ça, ça aussi, ça a été. Donc le Maroc a mis à disposition de constructeurs les terrains, il les a aidés sur le plan financier, etc., sur la formation et tout ça. Donc il a répondu à un cahier de charges demandé par ceux qui voulaient s'installer au Maroc, par tous les moyens. Donc un engagement de tous les acteurs. Et il a mis aussi les centres de formation à disposition. Et il a formé le OFPPT à participer avec Renault pour préparer les ressources. Donc ils ont mis leurs centres, leur savoir-faire en matière de formation à la disposition de Renault, qui est venu la première s'installer. Ils ont pris le programme de formation, ils ont formé les techniciens nécessaires pour les mettre à disposition pour qu'il n'y ait pas de problème de ressources. D'accord. 3e chose, il fallait préparer les infras pour qu'ensuite ils puissent, donc ton GMED, avec tout ça. Donc il y a aussi cette préparation. Donc vous voyez, tous ces ingrédients. Donc une vision partagée, des engagements honorés par tout le monde. Et puis le reste, c'est les talents. Ces gens-là qui étaient dans ces usines-là et qui faisaient les efforts pour que le travail soit de qualité et pour que le contenu donc fait au Maroc concernant les valeurs s'enrichit de plus en plus. On a peut-être commencé avec un contenu de 50%, ensuite, aujourd'hui, on est presque à 60%. Donc le contenu, c'est en fait toutes les différentes parties du coût d'une voiture. Donc aujourd'hui, le Maroc, il est pratiquement, je pense, à 60 ou quelque chose comme ça. Et l'objectif, c'est d'atteindre 80%. Oui. Donc vous voyez, donc, ce modèle-là, vision partagée, engagement de tout le monde, peut être répliqué pour d'autres choses. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui explique pourquoi aujourd'hui, ça a marché. Et on a fait venir au début Renault. Et ensuite, vous avez vu, il y a Stellantis qui est aussi venu. Et il y en a d'autres qui sont encore intéressés. Et figurez-vous, même les Chinois sont intéressés pour venir s'installer ici, pour faire des usines. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Serachid. Je pense que c'est important aussi de montrer que c'était pas... Bien sûr, il y a une opportunité historique qui était la recherche du low cost, mais il y a aussi, je pense, une vraie vision, un leadership, une collaboration forte entre les acteurs et un aspect talent qui a été mis en place pour justement permettre à ce que ça réussisse. Je reviens à Simedi, mais maintenant pour parler d'un sujet peut-être un peu plus anecdotique, mais je sais que vous êtes toujours sur Twitter, vous êtes un des influenceurs, je me permets, sur Twitter, et je suis énormément vos contributions. Ce matin, il y a eu la confirmation du rachat de Twitter par Elon Musk. Je pose la question, c'est peut-être anecdotique, mais Elon Musk s'est distingué dans la mobilité durable et dans la mobilité intelligente à travers plusieurs projets, donc dans SpaceX, Tesla et d'autres. Que vient faire un Twitter dans cet ensemble? Est-ce que à votre avis, c'est juste c'est une action comme une autre dans le cadre des engagements personnels et idéologiques de Elon Musk, ou il y a une relation à un moment ou à un autre qui peut se
faire entre ce que fait aujourd'hui Tesla et ce qu'est aujourd'hui Twitter. Alors c'est difficile. Si Omar disait je vais répondre en tant que citoyen, en tant qu'individu, je vais faire pareil. Hein. Ouais. Je ne m'exprime évidemment pas, mais bon, en même temps, on a tous forcément une opinion sur l'ensemble de ces réseaux sociaux, sur la valeur ajoutée de chacun. Les déclarations qui ont été faites, alors évidemment, il n'y a pas eu de déclaration dans la relation qu'il pourrait y avoir entre la mobilité et un réseau social. Donc je ne me permettrai pas de m'exprimer là-dessus, parce que j'aurais du mal à avoir une position construite. En tout cas, sur l'action d'Elon Musk. Par contre, ce qui est certain, c'est que Elon Musk, il a beaucoup d'argent, donc il fait un peu ce qu'il veut. Ça, c'est déjà un point. Et s'il a envie de le gaspiller, il le fait. C'est un autre point. Et par contre, sa déclaration à dire on a besoin de débats sains, je crois. Il n'a pas dit serein, il a dit sain. C'est son droit le plus strict d'essayer de générer des débats sains. Espérons qu'ils seront moralement constructifs et permettront à l'humanité d'avancer, parce que ces réseaux sociaux, et dont Twitter fait partie, participent activement justement à stimuler les débats. C'est vrai que Twitter, et là, pour le coup, là encore, je vais être encore un peu plus personnel, je trouve que dans les débats et dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'attraction vers le bas, et avec parfois un peu d'agressivité, et Twitter contribue à ça. Maintenant, si ça aide à avoir des débats sains, pourquoi pas. Je suis plutôt pour le fait que les choses existent, plutôt qu'il y ait des sujets tabous. Et on voit bien que dans la politique d'aujourd'hui, il y a ce besoin-là d'avoir du débat, et donc s'il l'apporte, tant mieux. Maintenant, ce qui est certain également, c'est que le monde de l'Internet et le monde des réseaux sociaux fabriquent beaucoup d'orientation des positions, et c'est devenu finalement un vecteur d'orientation des positions, et ça doit, de mon point de vue, être également régulé, comme beaucoup de choses sont régulées sur notre planète. On parle d'environnement, on parle d'un peu tout, et on ne parle pas de réguler tout, l'électricité, la voiture, la mobilité, mais on ne parle pas de réguler trop les réseaux sociaux. Alors même que ça a des impacts qui sont immenses aujourd'hui et fondamentaux sur l'humanité. Donc faisons en sorte que... Vous avez tous vu le film avec DiCaprio sur l'extinction de la planète et l'influence des réseaux sociaux. Donc je pense que ce serait un peu dommage que ce secteur ne soit pas régulé. Donc moi, si j'ai un commentaire à faire, c'est celui-là. Super, tout le monde investit dans ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Faisons en sorte que ce monde-là soit aussi un petit peu régulé comme les autres. Parfait, c'est un très bon exemple. Je pense que de toute façon, et je vous rejoins parfaitement, il y a la question, la mobilité physique, elle est régulée, et la mobilité d'esprit, d'opinion et d'idées. D'une certaine manière, je ne parle pas du choix, mais je parle de l'influence aujourd'hui que commence à exercer un certain nombre de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose. On a vu comment les réseaux sociaux ont pu influencer des décisions politiques dans différents pays. Voire des élections. Des élections, exactement. Et ça, je pense que ça peut être, au fur et à mesure d'en jouer, avec aussi l'émergence de l'intelligence artificielle, d'un certain nombre d'outils. Je pense que c'est vraiment fondamental aussi d'être capable de permettre le libre choix et la libre opinion. On va sortir de ce débat, on va dire, un peu à la marge du sujet, mais par contre, je vais revenir à un sujet, je pense, qui est important, qui nous importe tous d'une certaine manière. Quand on parle justement aujourd'hui du secteur automobile, il y a aujourd'hui une transformation fondamentale qui est en train de s'opérer dans ce secteur. Il y a des nouveautés qui sont en train de se créer, il y a un certain nombre de tendances qu'on est en train de voir. Quelles seraient, à partir de l'expérience que vous avez, Mariam, quel serait aujourd'hui le futur du secteur de l'automobile? Comment vous voyez aujourd'hui les tendances et les orientations aujourd'hui d'un secteur comme l'automobile, en lien notamment avec le digital et la transformation digitale? Alors, parler des tendances, justement, en fait, je pense que le changement qui s'opère maintenant, il est plutôt fondamental, plutôt qu'une tendance. C'est un changement vraiment... l'industrie, elle est en train de subir des changements disruptifs qui vont changer la façon avec laquelle on pense la voiture. Et qu'est-ce que la voiture va faire, quels systèmes ils seront intégrés, qu'est-ce qu'elle fait, les données et le business model qui tourne autour de toute l'industrie. Jusqu'à maintenant,
en fait parler de la digitalisation et je vais revenir en arrière vers le point que j'ai stimulé avant, qui concernait le low cost. Ça, c'était en fait, c'était le vecteur qui poussait toutes les decision making pour n'importe quel investissement et changement qui s'opère dans l'industrie. Les premiers vecteurs, c'est plutôt l'excellence opérationnelle. Comment gérer l'usine, comment avoir l'information à temps et en heure qui est valide, valable, qui me donne une tendance, qui aide l'utilisateur à prendre une décision, que ce soit en termes de maintenance, que ce soit en termes de logistique et replenishment des spare parts, que ce soit en termes de livraison et réduire le temps logistique dit douanement, transport, export, et vraiment arriver à une conception de just in time et avoir vraiment ce qu'il faut à temps. Ça a poussé la réflexion dans toutes ces directions-là, et la tendance jusqu'à maintenant, dans la majorité des OEM, c'est plutôt réfléchir à comment gérer les systèmes d'information au niveau des usines et des sociétés, et c'est ce qu'on appelle Industrie 4.0, pour collecter ces informations, traiter ces informations pour une bonne prise de décision qui est un objectif que jusqu'à maintenant elle est partagé dans toutes les industries. Comment c'est fait? C'est que les robots sont devenus de plus en plus intelligents. Donc si vous pensez à IoT, c'est plutôt des contrôleurs dans chaque robot, je sais pas, chaque machine qui va collecter un certain nombre d'informations, même dans la voiture maintenant. Il y a ces contrôleurs dans chaque partie de la voiture dont l'objectif c'est de collecter des informations plutôt physiques. Physique, ça veut dire je veux savoir le nombre de rotations, la température, l'humidité et n'importe quel autre critère physique qui va aider à savoir qu'est-ce qui ne va pas au cas de panne. Et ça marche pour la voiture elle-même et ça marche dans le processus de production également pour tout ce qui est tous les robots, toutes les machines et toutes les lignes de production. Donc, pour la voiture elle-même, maintenant peut-être, vous avez tous des voitures qui ont ces contrôleurs un peu partout, on appelle des actuators. Mais si quelque chose va mal, il faut aller au service center et il faut qu'ils connectent la voiture également pour savoir et lire qu'est-ce qui ne va pas et lancer une réparation. Ça marche aussi dans les usines, ça veut dire le maintenancier, il faut qu'il aille et OK, en fait, la seule information que ça lui donne, c'est color code, red, green, et orange. Et à partir de là, ça lui donne le temps d'intervenir et de chercher qu'est-ce qui ne va pas et fixer. Au niveau des usines, ça s'appelle Manufacturing Operation Systems. En fait, l'évolution qui s'est passée, c'est de passer de cette information peut-être décentralisée, là où il fallait des personnes, qu'il fallait transcrire ces informations à partir des équipements vers un système pour que le maintenancier et l'ingénieur fassent son travail, vers le cloud, c'est le MOS, pour avoir tout un process et que ces déclenchements de maintenance préventive, même faire les commandes pour les pièces de rechange, communiquer avec les fournisseurs et traiter des problèmes qui sont purement logistiques, qui se fassent d'une manière plus simple. Donc jusqu'à maintenant, on est là. Très bien. Donc ça, on va dire, c'est un peu l'existant à l'intérieur de la grande, on va dire, de l'usine et à l'intérieur dans l'usine et dans la voiture pour que, si jamais il y a un problème dans la voiture, tu peux aller chez le concessionnaire, le dealer, pour la réparer. Donc, c'est vraiment des besoins basiques et comment résoudre cette problématique rapidement et réduire vraiment le temps d'intervention. Très bien. D'accord ? Maintenant, quand on parle des tendances, il ne suffit pas d'avoir l'information en termes de maintenance, mais il faut réfléchir d'une manière intégrée. Et ça, c'est le next level. On parle de machine learning et artificial intelligence, et on peut continuer sur ce sujet-là. Parfait. Bon, on va revenir bien sûr pour la suite, mais par contre, je voulais avoir aussi, encore une fois, Serrachid a l'avantage d'avoir en même temps une connaissance, on va dire, du secteur, puisqu'il est distributeur, enfin, il opère dans la distribution automobile, mais en même temps,
un regard externe parce qu'ils n'interviennent pas dans le processus interne de fabrication, que ce soit de pièces, etc. Donc j'aimerais bien avoir votre avis justement sur aujourd'hui les grandes orientations qui sont en train de se dessiner dans ce secteur. Ouais. Et bien sûr, d'une certaine manière, quelles conséquences pour les acteurs du secteur et pour le consommateur. Alors, ce serait prétentieux de ma part de dire que je vais vous donner les tendances, mais par contre, ce que je peux vous donner, parce que je suis dans le secteur, donc je me renseigne un peu sur ce qui se passe, et ma lecture est la suivante. C'est que dans le secteur automobile, vous avez le produit, qui est le véhicule, qui est en train de se transformer complètement. C'est-à-dire, avant, on a la voiture thermique, etc. Maintenant, on a la voiture électrique qui s'impose et qui est soutenue par les gouvernements, etc. Donc l'Europe, il a décidé déjà d'arrêter en 2035 la fabrication des voitures thermiques, par exemple. Mais pas que. Donc il y a d'abord le produit donc, qui est en train de changer. Donc il devient électrique, hydrogène, etc. L'autre tendance aussi, toujours pour le véhicule, c'est qu'il devient connecté. Donc, d'abord, electric vehicle, ensuite, connected vehicle. Donc, il devient connecté, tout le temps. À des systèmes, il échange de l'information, il peut recevoir de l'information pour sa maintenance, de l'information pour sa navigation, etc., etc. Donc, troisième chose qui se passe, donc il est électrique, il est connecté, on cherche à ce qu'il devienne aussi autonome dans la conduite. Donc il y a beaucoup de choses qui avancent là-dedans pour dire est-ce que la voiture ne peut pas se conduire toute seule, etc., etc. Donc ils sont très avancés là-dedans, mais il y a encore, je dirais, des difficultés à planir. Donc ça, c'est pour le produit. Donc ça, c'est les tendances. Ensuite, il y a la chaîne de valeur. La chaîne de valeur a aussi changé. Et un des pionniers qui a changé ça, c'est Tesla. C'est-à-dire que le modèle avant, bon, il y avait le constructeur, il y avait ensuite le distributeur, et il y avait ensuite le dealer qui vendait au client la voiture. Et puis il y avait une expérience qui se passait là-dedans. Il vient en showroom, il regarde, il fait le test drive et tout ça, tout ça. Donc tout ça est en train de changer. Tesla est venu, il a dit, on veut plus de distributeurs, de dealers, on veut que tout ça se passe en ligne. Voilà. Donc la personne va pouvoir acheter sa voiture en ligne et il va y avoir un agent qui va lui faire la livraison. Donc on supprime tout ça. Donc il y a aujourd'hui cette chaîne qui est en train de changer. Et chacun essaye de se positionner là. Donc ça, pour la chaîne de... Voilà. La troisième chose aussi qui est en train de changer, qu'on est en train de réfléchir comment, c'est le modèle business. Chacun comment il va être rétribué là-dedans. Le constructeur, le dealer, cet agent de commission, etc. Et aujourd'hui, je vous avoue que tout le monde est en train de se chercher là-dedans. Il y en a peut-être ceux qui sont déjà clairs dans leur tête, c'est les constructeurs. Donc la plupart cherchent aujourd'hui à copier le modèle de Tesla. Mais bon, ils ont un existant, ils ont tout ça à gérer, etc. Il y a aussi des aspects juridiques qu'il va falloir régler, qui ne sont toujours pas réglés. Donc pour la voiture autonome, on ne sait pas quand elle fait un accident, on ne sait pas qui est responsable. Est-ce que c'est le propriétaire? Est-ce que c'est le logiciel? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, il y a ces questions qui se posent. Tout ça pour vous dire, c'est encore une fois pas très clair les tendances. On a les grandes choses du secteur. Mais alors, en tant que groupe, on essaie de se préparer aux différentes éventualités et à nous chercher quel rôle on pourrait jouer. C'est certainement pas dans la personnalisation des véhicules. Okay, ça, c'est le constructeur. Mais par contre, là où on peut peut-être agir et réfléchir, et ce que nous sommes en train de faire, c'est ça, les services autour. Quels services, aussi bien ceux qui existent aujourd'hui, à les améliorer, à les rendre performants, que de futurs services qui n'existent pas encore aujourd'hui et qu'il va falloir imaginer pour le futur
et qu'on pourrait jouer. Voilà, grosso modo. Parfait. Merci, c'est Rachid. Je permets juste, peut-être par rapport à ça, il y a un point qui est important. Je vais citer un peu Elon Musk qui a dit, enfin, il y a deux déclarations. Une qui dit que finalement, une Tesla, c'est un iPhone sur roue, d'une certaine manière, ou c'est un robot mobile. C'est un robot mobile intelligent. Donc, ça nous renseigne un peu sur cette transformation de la nature du produit. Maintenant, je voulais poser aussi la question par rapport à la transformation qui est en train de s'opérer en termes de servitisation, d'une certaine manière, de la voiture. Je pense que c'est une vraie question. De plus en plus, on perçoit, tout à l'heure, Malim a parlé de cloud dans la partie usine, mais on commence à percevoir aussi la voiture comme étant une sorte de cloud de service. Et bon, il y a eu les expériences, par exemple, de BMW ou de Mercedes dans d'autres pays où ils ont commencé, en fait, au lieu de vendre des fonctionnalités avancées de l'automobile, de les proposer en mode abonnement, donc en mode SaaS, pour un certain nombre de clients. Donc, des expérimentations ont été faites en Chine et dans d'autres pays. Je voulais faire réagir Mehdi par rapport à cette question. Je sais que vous travaillez aussi avec un certain nombre de constructeurs automobiles. Est-ce que vous voyez justement une orientation, un changement d'orientation pour un peu calquer les modèles économiques qui sont déjà aujourd'hui assez connus dans le domaine digital, dans le domaine de l'automobile? Je pense pas. Si ça marche un peu. Oui. Je ne pense pas que l'automobile soit différente du reste des secteurs. Elle subit exactement les mêmes mutations. Et puis, la mobilité dans le monde, quelle qu'elle soit, subit des mutations également très fortes. Dans les villes, moi je me déplace souvent, en particulier à Paris, le nombre de trottinettes, de vélos, de scooters, de voitures, de transports en commun a varié de façon immense par rapport à ce qu'il était avant. La voiture, qui était le moyen de déplacement, est devenue un des moyens, un moyen qui est devenu... De mobilité. On parle de service de mobilité. Exactement, et qui est devenu un des moyens de mobilité. Alors d'ailleurs, c'est assez frappant, parce que quand on est aux États-Unis, alors New York est peut-être un peu spécifique, mais quand on est à Washington, par exemple, ça reste encore une ville qui est faite pour les voitures. Les villes européennes sont absolument plus faites pour les voitures, et ça bouge très très vite. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez un produit certes, mais qui devient un produit dans l'ensemble d'une chaîne de mobilité, eh ben forcément vous êtes frappé, un peu comme dans tous les secteurs, et un certain nombre de produits sont frappés. Mais pour revenir sur ta question, je vais revenir à la carte initiale. Encore une fois, pour redire qu'on doit avoir au Maroc une vraie fierté, une grande fierté du fait qu'on produit de notre travail et de la valeur avec notre travail, ce qui n'est pas vrai pour l'ensemble du reste des pays dont tu as parlé. On est évidemment frères avec nos amis africains, mais il n'en reste pas moins que le Maroc est capable de produire de la valeur avec son travail. Et dans cette valeur avec son travail, il est capable de produire du service à très forte valeur ajoutée. Et je vais citer un certain nombre d'exemples du secteur dans lequel je suis. Et on parlait de la chaîne de valeur tout à l'heure. La chaîne de valeur, elle va d'un bout à l'autre, d'un produit à l'autre. Alors si je prends la voiture, tu parlais de rendre à la voiture un service, tu peux avoir des plateformes de location, tu peux avoir plein de choses. Donc il y a du digital dans la plateforme, il y a du digital dans la voiture, on en parlait, il y a du digital pour maintenir en condition opérationnelle le serveur qui va faire que la voiture va pouvoir envoyer de la data pour pouvoir être exploitée, il y a du digital pour maintenir la tablette, donc le poste de travail qui va faire que, il y a du digital pour assurer la sécurité de l'ensemble de ces véhicules, des plateformes et de tout ce qui est avec. Il y a du digital également pour faire de l'analyse et produire, tu aimes bien parler d'intelligence artificielle, produire de la décision. Donc pourquoi pas faire de la voiture autonome, être capable de faire des déplacements et de la mobilité intelligente à travers l'ensemble de cet outillage. Et dans tout ce que je viens de décrire, le Maroc est aux avant-postes. Alors certes, on produit peut-être moins, on exporte, pardon, peut-être moins de services digitaux liés à l'automobile, voire de services digitaux tout court, qu'on exporte d'automobiles au total du chiffre d'affaires. Il n'en reste pas moins que les services digitaux liés à l'automobile au Maroc à l'export
sont immenses et produisent des milliers d'emplois. Bien plus qu'on en consomme au Maroc seulement, mais on produit des milliers d'emplois. Alors, je vais citer des entreprises. Alors évidemment, la mienne, il y a DXC, mais il y a aussi ex-Altran qui est du Capgemini, vous avez Alten, vous avez Stellantis eux-mêmes qui ont des milliers de serveurs en R&D, et c'est Abdelrafia qui est un des bâtisseurs des parcs Hanouf, bâtisseur des parcs pour la CDG au Maroc, qui a permis d'accueillir l'ensemble de ces infrastructures. Omar parlait de la vision. C'est cette vision-là intégrée, synchronisée, qui nous a permis de faire des ports, des usines, des parcs, qui permettent d'offrir aujourd'hui, certes, des fabricants de pare-brise ou de boîtes à vitesse, mais aussi de faire en sorte que tout ça puisse tourner, fonctionner au standard international. Donc, première fierté. Première fierté, le Maroc exporte son travail, alhamdoulilah, et ça, beaucoup plus que plein d'autres. Et on a une plateforme régionale très forte de ce point de vue-là. Deuxième fierté, sur laquelle, souvent au Maroc, on a tendance à critiquer notre système éducatif. OK, il y a plein de choses qui ne vont pas. Il en reste pas moins qu'aujourd'hui, on est des milliers, dizaines de milliers d'ailleurs, hein, Abdelrafia ne me contredira pas, des dizaines de milliers d'emplois qui ne font qu'exporter du service digital au standard mondial. Ici, les gens, ils travaillent au standard mondial. Il y a pas il y a de l'artisanat, bien sûr, mais il y a aussi du standard mondial. On travaille ici comme on travaille en Espagne, comme on travaille au Mexique, comme on travaille aux US, comme on travaille en Allemagne. Pareil, et on travaille aussi pour les Allemands, aussi pour les Européens, à leur standard. Donc notre système éducatif, il marche, il produit des gens qui savent bosser. Alors, tu me tends la perche, mais j'ai été il n'y a pas très longtemps dans une usine de Lear, justement, Corporation au Maroc, et j'ai été étonné de voir que des pièces maîtresses de voitures, de BMW, de certaines séries, de Mercedes et d'autres constructeurs sont fabriquées aujourd'hui au Maroc. Qu'est-ce qui t'étonne ? En fait, c'est des choses qu'on ne connaît pas, en fait, malheureusement. Et voilà, on ne le sait pas. On ne fait pas suffisamment, à mon sens, de communication autour de de cet art qui est produit au Maroc, de cette technologie avancée qui est produite au Maroc. Je sais aussi que Tesla, il y a des composants de Tesla aussi qui sont produits à l'usine ST Microélectronique à Casablanca depuis quelques temps, depuis quelques mois. Et donc, moi, je pense que c'est vrai, je pense que c'est parfaitement important de rappeler ça. Il y a de l'ingénierie dans l'automobile. Je me permets de poser juste une question pour comprendre aussi. Aujourd'hui, vous avez parlé de beaucoup de digital dans la voiture. Est-ce qu'on a une idée que représente, et je poserai la question à Mehdi et à Melim, que représenterait dans une voiture, je sais que c'est une question qui est compliquée, mais je veux dire, dans une voiture, il y a beaucoup de composants mécaniques, électroniques, chimiques, quand on parle de voiture justement électrique. Que représenterait le digital dans tout ça aujourd'hui et quelle est la tendance dans cette... Je ne sais pas répondre à la question avec un chiffre. Par contre, ce qui est sûr certain, je disais tout à l'heure sur les câbles, dans les voitures des années 30, il n'y avait que des câbles mécaniques, il n'y avait pas de câbles électriques, donc les câbles n'étaient pas un enjeu. Aujourd'hui, une voiture, elle ne tourne pas sans câble. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, une voiture, elle ne tourne pas sans digital. Tu n'as pas de digital, tu n'as pas de télécommande, tu n'as pas de compteur, tu n'as rien. Tu n'as pas de digital, tu n'as pas de voiture. Donc tu n'as pas de batterie, tu n'as pas de voiture. Donc la question ne se pose plus, c'est 100%. Pour répondre à ta question de façon simple, c'est 100%. Maintenant, après, dans le ratio, j'en sais rien. Très bien. Myriam, alors sur cette question ? En fait, ça dépend de ce qu'on appelle digital. Parce que s'il s'agit, en fait, je reviens en interne sur le niveau de la digitalisation. S'il s'agit de mettre des contrôleurs pour collecter des informations qui vont être utilisées, ou il s'agit d'avoir des microprocesseurs, parce que ça, c'est le next level. La différence entre Tesla et les autres, c'est pas collecter les données, et puis on appelle ça software, et après, il faut aller chez le server center pour le faire. La différence, c'est over the air. Updates. Over the air updates. Tesla, vous avez la dernière version de Tesla directement over the air. Vous recevez votre dernière voiture avec les dernières fonctionnalités. C'est ça. Et la différence entre les deux, c'est que le premier, il fonctionne sur une problématique ponctuelle pour collecter cette donnée et la mettre. Et il faut les utilisateurs, en fait, prendre cette information et la traiter. Over the air, on parle d'un système opérationnel. Pensez à un iPhone, des applications et iOS. Pareil avec en fait, n'importe quel, je ne sais pas, il y a un laptop et après il faut un système opérationnel, Windows ou Apple ou n'importe quoi qui est là-dedans, pour traiter les informations et tout ça et pouvoir tout gérer à distance. Ça, c'est over the air. Il n'y a pas un autre OEM qui a pu le faire pour l'instant.
D'accord? C'est ça la différence. Ça, c'est next level. Donc, pour me demander qu'est-ce qu'il y en a digital, les microprocesseurs, tu as mentionné déjà les microchips, la production qui se fait à Casa exactement avec Microelectronics, ça c'est une bonne partie. Est-ce que je nomme ça comme un produit électronique ou un produit digital? D'accord, c'est une bonne contribution pour la digitalisation, mais quand même c'est de l'électronique qui est là-dedans. Donc si je me limite au digital plutôt, c'est le software et rien d'autre avec tous les composants qui bien sûr, il alimente toute l'industrie. Je vais dire facilement, ça va être 15-20%. Très bien, parfait. C'est déjà un bon chiffre, je trouve. Comme disait Mehdi. Mais bien sûr, la durée de vie, le life cycle qui est complètement différent. Avant, il y avait des voitures qui allaient durer, des modèles d'introduction, il allaient durer 3-4 ans. Et de plus en plus, la voiture peut durer en fait 7-10 ans. Mais les modèles, l'introduction des nouveaux modèles, il fallait rafraîchir chaque 3-4 ans. Maintenant, je ne pense pas en fait, qu'on aurait besoin de tout ça, parce que tout simplement, une fois on arrive à over the air, la voiture, elle prend de la valeur autour du temps. Ça veut dire que les utilisateurs ou le consommateur, il peut avoir plusieurs features qui sont downloadable à chaque fois. La même chose qu'on utilise l'iPhone ou n'importe quel produit électronique dans le nouveau monde. Ça veut dire que l'utilisateur de Tesla, on dit, c'est le seul asset qui prend valeur au cours du temps. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui achètent maintenant les options de autonomous driving, full self-driving et tout ça, mais ils savent qu'ils vont être déployés dans le futur. Donc, au fur et à mesure, il y a de nouvelles options, soit for free. Des fois, il y a des choses qu'il faut payer, des subscription models, des abonnements, et ça crée du business. Et les estimations que d'ici 2030, si le business, parce qu'il y a en fait pour la même e-sharing et e-mobility, là où il n'y aura pas des voitures pour chaque personne dans le futur, parce que les impératifs sont plutôt en termes, surtout dans les grandes villes, ça coûte cher déjà la voiture, ça coûte le parking. Et voilà, commuting dans les villes, ça devient de plus en plus difficile. Donc, le sens, ça veut dire le besoin d'un millennial pour acheter une voiture qui soit à lui seul, il est de moins en moins présent. Ça veut dire que le total secteur automobile, il ne va pas augmenter avec des chiffres énormes comme on a vu récemment. Ce qui va augmenter, c'est plutôt service. Abonnement, subscription, services et tout ça. Et les estimations, si on part sur 4 milliards de business pour l'industrie automobile, la partie service, qui va être la plus grande partie qui va grandir, on parle de, non, milliards, trillion, sorry. Donc, on parle de 1.5 trillion additional business coming only from servicing and subscriptions and over-the-air updates and so on. Donc ça, c'est des chiffres importants et je peux prendre ça comme des exemples. Il y a également une disruptive factor, ça veut dire tout ça, en fait, le concept est simple, c'est comment être orienté client. C'est pourquoi il y a élimination des dealers, des services et tout ça. Parce que l'objectif, on dit, si la voiture elle est de bonne qualité, on a éliminé tout le noise des composants qui ne servent à rien et se concentrer sur ce qui ajoute de la valeur ajoutée. Et on a des produits standards à travers toutes les plateformes. Et en fait, tout ça combiné, tout ce système combiné, le vrai changement, c'est comment ajouter de la valeur et avoir une expérience client qui est très, très, très facile. En fait, le client ne doit pas se présenter chez le dealer, il ne doit pas aller faire des procédés d'enregistrement, car registration, d'enregistrement d'immatriculation de la voiture. Il ne va pas penser s'il veut financer avec leasing ou rental ou abo, ou quel que soit le mode de financement. Il ne doit pas penser. Tout ça, ça doit se faire d'une manière très facile à travers app. L'assurance aussi. On a commencé à faire des produits pour l'assurance qui ouvrent un marché de 400 milliards de dollars. Et ça va être une révolution là-dedans aussi. Et il y a un seul fil conducteur, rendre ça facile pour tout le monde. Je pense qu'il y a quelque chose. Mehdi, vous voulez réagir peut-être? Oui.
Simplement pour dire, on est juste en train de se dire qu'on a changé de paradigme. C'est vrai pour le journal Le Monde, Le Figaro, c'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour tous les produits, ou plein ou tous les produits, peut-être même la bouteille d'eau. Où les gens qui vendaient des bouteilles d'eau, ils avaient des bouteilles d'eau à vendre. Là, aujourd'hui, on a un usage qu'on prend par le prisme digital pour pouvoir arriver à apporter les services qui vont avec. Et effectivement, ça enclenche, ce changement de paradigme, enclenche tout un tas de transformations que subissent tous, ou les retailers pareil, je pense à Carrefour et Amazon, ou aux hypermarchés, pas si de marque avec Amazon, qui changent complètement la façon dont on va produire les produits qu'on offre et donc les services pour vendre de l'usage et plus simplement un produit. Moi, je pense qu'il y a une transformation, et ça rejoint un peu ce que disait aussi Myriam, de la logique de vendre des produits à la logique de vendre des services, et puis à vendre de l'usage ou de l'expérience. Et je pense que la tendance aujourd'hui mondiale, c'est vraiment dans le sens où finalement, on aura plus tendance à vendre une expérience unique, une expérience client unique, avec bien sûr une utilité, avec une valeur ajoutée émotionnelle, etc., plutôt que de vendre en fait un produit. Là où c'est compliqué, c'est que que ce soit pour l'industrie automobile, pour prendre que l'exemple du journal, on est obligé de déconstruire toute une chaîne de valeur qui est existante avec le dealer et tout ça, alors que la start-up ou Tesla ou qui vous voulez, eux, ils partent from scratch, donc ils construisent un truc qui est directement efficace. Maintenant, Porsche, c'est une Porsche. Hein. Oui. Porsche, c'est pas une Tesla. Tesla, c'est mieux. Ouais. Par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir... En tout cas, je sais que c'est le même... En fait, c'est le software, la conception du software par rapport à user experience qui a bloqué Toyota de lancer le premier modèle véhicule. Il a un nom compliqué d'ailleurs, c'est P7 4X, je pense, qui est le véhicule électrique pour Toyota. Ils ont tas de problèmes. Pour Audi, ils ont raté tout un changement parce qu'au niveau du design, ils n'ont pas réussi le software. C'est 4 ans de retard par rapport au marché pour chaque modèle. C'est vrai, mais ça vient du fait que vous avez un legacy qui vous embête. Quand vous partez d'une page blanche, c'est plus simple. Alors, je reviendrai à ça, mais moi je pense, de toute façon, comme vous avez dit, on a vu ça aussi dans l'industrie, par exemple, de la téléphonie. On a vu que le téléphone avec iPhone n'est plus finalement un produit. Enfin, on ne communique je te fais Internet par rapport à la minute, c'est pareil. Exactement. Donc maintenant, pour revenir sur Rachid, parce que je pense qu'il y a quand même aujourd'hui une expérience unique chez un retailer. Aujourd'hui, bien sûr, c'est important de dire que la chaîne de valeur se transforme, que les business models se transforment. Comment aujourd'hui un groupe comme Autohall, comment il perçoit justement, comment la digitalisation aujourd'hui se pratique, comment ce changement, ces changements de paradigme dont on est en train de parler sont en train d'impacter ou sont en train d'être prises en compte et prises en charge dans le cadre des stratégies de vos stratégies et quelles sont les principales leçons justement de ce travail que vous avez commencé il y a quelques années? Comme ça a été dit, dans un tel contexte, c'est très difficile de savoir comment orienter toutes les choses que peuvent offrir la nouvelle technologie dans une entreprise ou un groupe comme Autohall qui, jusqu'à présent, était dans la distribution. Comment on a répondu à cette question tout en restant dans l'incertitude, bien entendu. On n'a pas de choses de certaines comment l'avenir est fait. Comment on a résolu ça? C'est d'abord en redéfinissant le rôle d'un groupe tel qu'Autohall. Plutôt que de se voir comme un distributeur de véhicules, on est revenu à la vraie raison d'Autohall. La vraie raison d'Autohall, c'est d'être un acteur de la mobilité. Il se trouve qu'à un moment, on fait de la distribution, mais on s'est d'abord dit, c'est quoi notre raison d'être? Notre raison d'être, c'est d'être un acteur dans la mobilité. Un acteur, on ne va pas fabriquer, mais on va assister le client dans toutes ces étapes pour avoir une solution de mobilité. Quelle qu'elle soit. Telle qu'elle soit. Et on va essayer d'intervenir dans ça. Donc ça, on s'est d'abord fixé la vision. Et pour faire ça, on s'est fait assister par des cabinets de renommée internationale, bien entendu, comme c'est de coutume. Et on a réussi donc finalement à trouver
trouver notre raison d'être. Et à partir de là, on dit, à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut déjà entamer, indépendamment du fait qu'est-ce qui va se passer demain. Eh bien, une des choses qu'on a compris, c'est que, par exemple, on pourrait énormément améliorer déjà notre productivité et notre efficience par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui, mais en permettant à ce que, si on a à changer notre façon de faire, ça ne serait pas très dur. Donc ça, c'est un deuxième truc. Le troisième, c'est on s'est dit, une fois on est efficace, efficient, etc., il va falloir qu'on soit un acteur du digital. Ce qu'on a appelé chez nous Be Digital Player. C'est-à-dire, on ne va plus travailler uniquement à améliorer nos process internes, mais aussi être un vrai acteur dans le monde digital qui offre une expérience digitale aux clients différente de ce qui se fait aujourd'hui à travers nos succursales, à travers nos choses comme ça. Donc ça, c'est comme ça qu'on a tracé notre chemin. Et ensuite, on a défini, après on est allé dans le détail, pour définir les cas d'usage concernant ces grands aspects, etc. Et pour notre cas, on avait en fait 4 grands axes: améliorer l'expérience client, améliorer le process de pilotage et le process opérationnel, et ensuite veiller sur la satisfaction du client en mettant les mesures nécessaires, fréquentes, etc., tout ce qui va avec. Donc, si vous voulez, c'est comme ça qu'on a entamé notre transformation digitale et c'est comme ça qu'on a avancé là-dessus. Et à chaque fois qu'on avait un écueil, on cherchait donc à avoir nos contraintes qui dépendent de chaque entreprise, bien entendu, et de trouver des solutions adéquates qui nous permettent d'avancer sans pour autant avoir les certitudes, comme je vous dis, concernant comment ça va se passer demain. Très bien, Serge. On reviendra par la suite pour justement juste avoir un retour d'expérience par rapport aux différents acteurs qui veulent se transformer digitalement, qui veulent éventuellement faire des choses similaires. Je sais que vous avez fait des choses uniques en lançant des plateformes, par exemple, pour l'occasion, qui n'ont absolument rien à voir à la base avec le business initial. Et ça montre aussi cette agilité, cette capacité justement d'aller au-delà de ce qu'est le métier, on va dire, tel qu'il exerce aujourd'hui. Mais on reviendra sur ça plus tard. Je voulais juste faire interpeller Mehdi par rapport, en fait, bon, on a vu plus ou moins quelles sont les tendances, vers où on se dirige, même si on n'est pas sûr. Et je pense que là où on est tous d'accord, c'est que finalement on n'est sûr de rien. Il y a des transformations majeures qui sont en train de se faire, mais on n'est pas sûr vers où ça va vers où ça va aboutir. Maintenant, j'aimerais bien avoir quelque part pour un peu, pas pour le mot de clôture, on fera le mot de clôture juste après, mais juste avoir la perspective Maroc. Tout ça, c'est très bien. Le Maroc s'est positionné sur l'automobile d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui ferait qu'on serait aussi prêt pour l'automobile de demain ? Cette automobile dont on a parlé avec ces nouveaux acteurs, bien sûr, en prenant en compte toute la compétence qui est déjà aujourd'hui là, qui est déjà produite pour l'international. Qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui sur les 3 prochaines années si on veut que le Maroc devienne non seulement acteur dans le domaine automobile, mais peut-être demain dans l'automobile autonome, dans l'autonomous véhicule, dans le connected véhicule, etc. Déjà je pense, et c'est vrai pour l'automobile, mais aussi pour le digital, la tendance où on a dit qu'on a changé de paradigme, et donc ce vers quoi on va, je pense qu'on sait à peu près aujourd'hui une bonne partie du chemin qu'on a à parcourir sur les 5 ou 10 prochaines années. La question, elle est plutôt à quel rythme on va et qui prend quoi effectivement de cette transformation et qui va mourir, qui va souffrir, qui va en profiter.
Et justement, le Maroc, et tu l'as dit dès le début, le Maroc est quand même extrêmement bien positionné sur cette carte régionale en particulier, et comme le Mexique est bien positionné par rapport aux US, le Maroc est extrêmement bien positionné par rapport à l'Europe et un peu plus large. Comment on en profite et qu'est-ce qui manque? Moi, je pense qu'il ne manque pas grand-chose, en fait, parce qu'on a de l'industrie, on a du digital, on a des plateformes offshore au standard international. Donc ça, de ce côté-là, on peut toujours faire mieux, et donc on sait où on va, il faut faire mieux. Par contre, il y a un truc qui manque bien, c'est les ressources. Et la capacité à former des talents. Je répète, un talent, c'est pas juste un gars ou une fille qui sont intelligents. Un talent, c'est des gens qui sont capables de produire de la valeur ajoutée dans ce standard qui est celui qu'on recherche. Donc ce dont on a besoin, c'est de former beaucoup plus de personnes capables d'eux. Beaucoup plus. On forme, pas si mal finalement, et il faut former beaucoup plus pour pouvoir être capable d'en profiter et de faire venir des investisseurs pour boucler la boucle de cet ensemble d'écosystèmes. Très bien, c'est très clair. Je pense que deux sujets, l'investissement en ramenant en fait les acteurs mondiaux de ces différentes nouvelles technologies que sont la voiture autonome, etc. Et les talents, former plus de talents pour pouvoir justement répondre à ces besoins. Myriam, ta perspective par rapport à la même question? Je vais faire juste un petit retour avant de parler de talent. Oui. Sur la perspective, où va le secteur automobile. Et là, c'est parler d'autonomous, on ne peut pas passer ça inaperçu parce que c'est quand même le grand changement qu'il y en a. Et je pense que c'est une discussion, en fait, autonomous driving, je pense qu'elle est toujours sous-estimée en termes de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver et quel est le potentiel et le changement que ça va créer? En fait, pour que la voiture puisse fonctionner d'une manière 100% autonome, il faut qu'elle soit capable de comprendre l'environnement. Et c'est un environnement, en fait, jusqu'à maintenant, toutes les études de machine learning ou analyse de données qui sont faites, ils sont faites au niveau 2D. C'est des photos qui sont collées l'une à côté de l'autre et on continue à collectionner ça pour créer des libraries et créer des modèles et des algorithmes à partir de là pour dire au software comment il doit fonctionner dans certaines conditions. Alors que la réalité, elle est différente. La problématique qu'il faut résoudre, c'est real-life artificial intelligence. Ça veut dire, nous, on fonctionne, on a des yeux, on a des oreilles, on fonctionne 3D, et la réaction humaine est très rapide. En fait, c'est un laps de seconde là où un accident peut arriver. Et c'est ça la problématique qu'Autonomous Driving doit résoudre. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'avancées à part Tesla dans ce modèle-là. Et pour y arriver à collecter ce type de données, c'est quand même des modèles, ce n'est pas uniquement un algorithme, mais faire fonctionner tout à travers des caméras, collecter des données, à noter. Et il y a des rues, il y a des panneaux, il y a d'autres voitures qui viennent. Ce n'est pas des univers qui sont stables. Et bien sûr, on parle des simulations et des itérations qui sont plutôt des vecteurs et tout ça. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je suis en train d'utiliser des vecteurs, analyse des données externes, speech recognition. On parle de comment répliquer des fonctions humaines et faire comprendre et traduire ça à un langage que la machine peut comprendre. Ça, c'est quand même des sciences de base. Ça, c'est des mathématiques, ça, c'est la chimie, ça, c'est les physiques, d'accord? Et ça, c'est les sciences de base. En fait, si vous me demandez, dans le futur, qu'est-ce qu'on demande comme compétences, il faut les sciences de base. Il faut que chacun connaisse le minimum des sciences de base. Et je ne vais pas raccourcir le process. On dit, oui, il faut apprendre à faire quelques coding ici et là et tout ça. Le langage de codage, il y a une life pour ce codage. Mais bien sûr, programming, c'est plus que codage. Il y a quelqu'un qui doit savoir comment les process fonctionnent, comment collecter les données environnementales, biologiques et tout ça, traduire ça
Et là, on arrive à comment... En fait, ça, c'est un travail à part. Et après, on y va à quelqu'un qui va traduire ça en termes d'algorithme. Un algorithme qui est dans machine learning, qui est capable d'évoluer avec le temps, parce qu'on ne peut pas revenir à software engineer pour faire des debugging à chaque fois. Il faut que la machine, c'est ça le machine learning, il faut que la machine apprenne elle-même pour résoudre ces problématiques. Et la connectivité va aider à ce que plus de données, plus de voitures, plus de situations qui arrivent, on va collecter encore plus de données. Et les machines vont apprendre, les voitures vont apprendre de tout le parc avec toutes les problématiques qui se sont posées. On ne peut pas raccourcir en fait, la trajectoire ou journey ou tout ça, l'expérience. On revient en sciences de base. On revient en sciences de base, on parle de engineering, on parle de system engineering, on parle software engineering, on parle de la batterie qui est un grand composant, c'est de la chimie et la physique. Et on parle aussi de l'interaction humaine avec la voiture. On parle de la voiture, il faut qu'elle soit connectée. Il y a des matériaux, bon, il faut utiliser le cuivre, pas un autre métal. Il faut que la voiture soit légère pour qu'elle soit rapide. Il faut qu'elle se connecte, il y ait des réseaux et tout ça. C'est de la science de la matière. Donc, je ne veux pas simplement donner un message qui est trop optimiste à la nouvelle génération et dire que tout va se passer si on apprend à faire le code. Ce n'est pas ça la solution. Donc, si j'ai bien compris, le message, c'est de dire que pour être positionné, il faut des talents. Et pour avoir des talents, il faut avoir des talents dans des sciences, dans du deep tech, dans de la science profonde, dans de la chimie, dans des sujets, comme vous avez dit, qui sont très software engineering, mais de manière très profonde. On ne parle pas de codage, on parle vraiment d'architecture. En fait, même dans le software engineering et tout ça, il y a différence énorme entre data mining, data analytics et data modeling. En fait, c'est des filières complètement différentes. Moi, je travaille dans la finance et business controlling. Et je peux vous dire, en fait, toute la partie qui était back-office avant, en fait, c'est déjà 100% automatisé. On ne parle plus de ça. It's a given. Ça veut dire que les talents que je cherche, c'est des personnes capables d'utiliser le savoir-faire, de savoir qu'est-ce qui va potentiellement erroner, en fait. What can go wrong. Et ça, c'est des personnes qui ont déjà... En fait, c'est la sauce de toutes les disciplines ensemble pour arriver à une decision-making qui est basée sur des facts physiques. Ça veut dire, dans l'équipe finance, j'ai des ingénieurs process, j'ai des data analysts, des data miners. Je ne peux pas vivre sans technologie maintenant pour pouvoir faire mon boulot. Donc, il y a les sciences de base pour tous ces ingénieurs et il y a également un common knowledge pour tout le monde. Ça veut dire cybersecurity, ça doit être enseigné partout. Il y a comment les systèmes d'information fonctionnent, ça c'est un savoir qui doit exister partout. Et voilà. On m'a dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais passer la parole à Rachid pour nous dire, donc répondre toujours à la même question, qu'est-ce dont le Maroc a besoin d'un côté, mais aussi pour un petit retour d'expérience pour dire plus ou moins, on va dire, digitaliser une industrie comme la vôtre ou un secteur, qu'est-ce qu'il y a, c'est-à-dire s'il y a des choses, des takeaways en termes de ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce que seraient ces takeaways? Ou comment faire en sorte que ça réussisse plus? Très brièvement, je ne pense pas que je pourrais rajouter plus de ce que vient de dire ma collègue, qui a, je pense, une profonde connaissance que moi de la chose. Mais je pense que le point qu'elle voulait soulever, c'est tout simplement dire que les talents ne doivent pas se résumer pour le digital à créer des gens qui savent coder. Elle dit, les talents, c'est aussi toutes les autres disciplines. Il faut avoir des talents et avec un niveau très élevé, etc., etc. Je partage entièrement cet avis. Alors, en ce qui concerne maintenant ma propre expérience, qui est, bon, ne peut pas être généralisée, c'est juste à titre d'indication. Ce que nous avons fait à Autohall, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Mais ce qui a marché chez nous, c'est, encore une fois, pour faire ce que nous avons fait, un engagement du top management. Il fallait d'abord assurer ça.
Et il faut que le top management comprenne que ce qu'on est en train de faire, vers quoi on veut aller, et puis qui vous permet d'avoir les ressources qui sont arrêtées, définies, etc. Et vous ne passez pas votre temps dans des choses anciennes. Ça, c'est la première condition. L'engagement des top management est très important. Le deuxième, c'est d'avoir une vision, certes, mais essayez de commencer petit. C'est-à-dire, vous avez une vision de bâtir quelque chose qui va faire des choses très sophistiquées. Alors, on a démarré avec des choses d'abord petites et on a appelé ça des quick wins. On a fait des quick wins comme ça qui nous ont permis de convaincre de l'utilité de la chose, mais en même temps de nous donner un retour d'expérience pour nous-mêmes. Troisième chose, comme tout, c'est avoir des talents. Et dans notre cas, des talents internes, mais aussi des talents externes. Donc on a constitué un écosystème avec des partenaires et avec aussi un upgrade, ce qu'on a appelé skills upgrades, de nos propres ressources, de ce qu'on pensait pouvoir upgrader dans un temps court, parce que s'il faut upgrader 3 ans pour upgrader, ce n'est pas la peine. Donc c'était plutôt des choses où on était certain qu'on serait capable d'upgrader nos ressources. Je dirais que c'est l'essentiel des ingrédients. Mais maintenant, ce qui n'a peut-être pas bien fonctionné, c'est d'avoir sous-évalué les charges de travail, la difficulté, et qu'on était à un moment donné confronté, qu'il fallait. Mais à chaque fois, notre réflexe était de s'appuyer sur des partenaires qui avaient plus d'expertise. Ce qui a bien fonctionné, c'est qu'on a réussi à créer une cohésion de l'ensemble, aussi bien des gens de l'IT que des gens du métier et du top management, et que tout le monde savait où on veut aller. Ce qui a bien marché, c'est qu'on a réussi à chaque fois à ne pas rester théorique, à faire des démos, à montrer l'avancement des choses, etc. Et les gens voyaient, parce que vous avez beau essayer d'expliquer par des slides, par des PowerPoints, etc., ça ne marche pas. Une démo, ils comprennent tous vite fait. Donc on s'est amusé. Alors ça nous a permis, comme anecdote, de nous sophistiquer dans la fabrication des vidéos, des machins. Donc les gens de la TIC qui commençaient à faire des vidéos, etc. On est devenus des spécialistes. Voilà, grosso modo, notre expérience là-dedans. Encore une fois, chaque entreprise a ses propres caractéristiques. Merci beaucoup, c'est Rachid. Malheureusement, on n'aura pas le temps de faire un mot de la fin. Par contre, peut-être on aura l'occasion. Je vais quand même prendre une question ou deux, mais vraiment très courte, 1 minute, et on essaie de réagir pour pouvoir boucler. Et bien sûr, à la fin des réponses aux questions, on pourra faire un petit mot de la fin pour terminer. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Ça va faire? C'est plus un commentaire, un complément d'information qu'une question. Vous parliez du positionnement du Maroc par rapport à l'industrie automobile. Donner quelques chiffres, on produit aujourd'hui 700 000 voitures par an. L'ambition, c'est 1 million d'ici 2025. Je ne vais pas revenir sur le tendance, je pense que vous avez suffisamment couvert le sujet. Mais en termes d'enjeux, je pense qu'il y a des enjeux qu'il faut avoir à l'esprit pour sauvegarder cette position du Maroc par rapport à l'Afrique déjà. Un premier enjeu dès 2023, c'est la décarbonation. Je pense que là, le Maroc doit dépasser un risque suffisamment important pour ne pas le prendre en compte. 2026, on va commencer à taxer. Donc là, c'est extrêmement important. Deuxième enjeu pour nous, c'est la transformation totale de notre industrie pour passer du thermique à l'électrique ou à d'autres technologies. Donc là aussi, c'est un défi pour le pays et on doit absolument le réussir pour garder notre position. Parfait. Merci beaucoup, Abdel Rafia. Je pense qu'il y a une question. Bonjour, moi ma question c'est par rapport à la data parce qu'on a parlé justement digital et quand on parle digital, donc l'accès aux constructeurs, par les constructeurs à de la data par rapport aux usages quotidiens justement du véhicule. Et donc vous avez parlé tout à l'heure de la diversification dans l'assurance.
donc faisant partie d'une banque aujourd'hui. Donc, je vois très bien que la collecte de la data et la maîtrise justement de la user experience va faire peut-être un jour que les constructeurs automobiles vont commencer justement à proposer des services financiers et à capter les flux justement, et à se substituer aux acteurs financiers traditionnels. On sait que ça va arriver et qu'il y a des points... C'est déjà... non, je parle du Maroc. Je parle du Maroc. Et qu'il y a des points réglementaires qui font que, pour le moment, c'est assez difficile en termes d'agrément, etc. Mais je poserai la question peut-être à M. Kteni, comme vous connaissez très bien le contexte marocain. Tout à l'heure, on a même parlé de la valeur ajoutée par rapport à l'export. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va même aller sur ça au Maroc bientôt, d'ici, c'est-à-dire en termes de... Ça va arriver, mais en court terme, moyen, vous voyez que c'est quelque chose qui va peut-être pas... Vous l'avez dit, il y a plusieurs sujets. Moi, ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a zéro problème technique. Parce que d'un point de vue technique, tout est capté, tout est stocké, les réglementations sont bien. Et en fait, le fait qu'on soit dans une position standard internationale fait qu'on applique l'ensemble des réglementations qui existent en Europe, sur la data aussi. Et donc on protège comme on doit protéger, on fait la sécurité comme on doit la faire. Tout est clean, pour parler comme ça. Donc il n'y a pas de problème technique, il n'y a pas de problème non plus réglementaire lié à la data elle-même. Par contre, il peut y avoir des problèmes politiques, donc d'agrément, et il peut y avoir certainement des problèmes commerciaux. Et comment l'ensemble de l'écosystème entre banques, assurances et constructeurs automobiles sont capables de se comprendre. Et il se passera ce qui se passera, je pense, ce qui se passe en Europe ou ce qui se passe aux US. Maintenant, le rythme d'appropriation de l'innovation que l'on a, nous, il est dépendant de la capacité de l'offre à s'imposer sur le marché. Je prends un autre exemple de la vente à distance ou de la livraison à domicile. On voit bien le temps que ça met. Vous êtes en Europe, vous voyez bien comment ça marche. Vous êtes ici, vous voyez bien comment ça devrait marcher. Et vous voyez bien le temps que ça met pour arriver. Par contre, si on est capable d'avoir deux acteurs au hasard, un distributeur automobile et une banque qui se comprennent bien, capables de faire des offres, ils les feront très facilement ensemble, avec, pour le coup, des données qui sont extrêmement agrégées ou agrégeables, de façon simple. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais l'idée, c'est celle-là. Alors, on prend peut-être une dernière intervention. Je ne sais pas si on a. Oui. Allez-y. C'est bon? Non. OK. Peut-être un dernier mot, c'est Rachid. Aucun mot pour clôturer. Myriam, peut-être ou... Ah, OK, très bien. Myriam, un dernier mot, peut-être ou... Parfait. Donc, tout a été dit. On a fait le tour sur le sujet. Parfait. En tout cas, c'était un vrai plaisir d'animer ce panel. Merci à nos intervenants pour le partage qu'ils ont fait, avec beaucoup aussi de citoyenneté. Il y avait beaucoup on va dire, de volonté aussi de voir le Maroc se positionner dans cette industrie du futur, de voir, comme a dit Abdelrafé, non seulement le Maroc qui a déjà fait ce qu'il a fait, mais aussi se préparer pour les transformations qui sont en train de se faire et qui vont s'imposer à nous. Et il faudra qu'on reste dans cette position de leader, voire même qu'on se positionne encore plus sur ce digital automotive journey comme un des acteurs majeurs mondiaux. Encore une fois, juste pour rebondir sur le propos d'Abdelrafé. Effectivement, on a parlé beaucoup d'enjeux du digital et Abdelrafé nous a rappelé qu'il y avait le secteur lui-même avec quelques enjeux forts, donc il ne fallait pas les oublier. Exactement, ce sont des enjeux de survie, donc il faut quand même que tout ça soit synchro, hein, on est d'accord. Exactement. Parfait. Merci encore et à très bientôt. Merci.